François Laplantine, en plus d'être un grand intellectuel, est aussi un grand ami. Je ne peux pas ne pas le dire. Et nous le recevons aujourd'hui à plusieurs titres. Ce n'est pas tout le monde qui sait que François détient 2 doctorats, un en philosophie d'une université qui fut révolutionnaire, n'est-ce pas, Nanterre, et un autre en ethnologie et anthropologie, qui est un doctorat d'État de Paris 5, Sorbonne. Il a aussi dirigé le département d'anthropologie de l'Université de Lyon 2 et il a participé à la création du Centre de recherche anthropologique de cette même université. Et il a reçu 2 doctorats honoris causa. Les Brésiliens l'aiment beaucoup, puisqu'il en a eu un de l'Université fédérale da Bahia et un autre de l'Université fédérale do Paraíba. Je ne citerai pas toutes ces œuvres parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, mais sachez qu'il a travaillé la langue, le religieux, le politique, qu'il travaille le cinéma, la littérature, les arts, que récemment, il a investi l'Asie après avoir passé de longues années en Amérique latine et surtout au Brésil. Le voici arrivé en Chine et au Japon. On ne sait pas comment il fait tout cela. Et souvent un livre par année. Nous sommes tous jaloux. François Laplantine, donc, va nous parler aujourd'hui de thèmes qui touchent bien sûr le vivre ensemble. Et nous avons pensé qu'il était placé à un moment très important de cette réunion scientifique, puisqu'il peut, à sa manière, parler et du politique et des langues et des expériences, puisque toute sa trajectoire l'amène exactement à cet endroit. Donc, merci François d'avoir accepté notre invitation, d'être encore avec nous et parmi nous, et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Francine. Je suis très heureux d'être à nouveau à Québec avec vous, où je retrouve tant de collègues et d'amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Bon, je remercie Francine pour ce qu'elle a dit. Donc après tant de compliments, le risque c'est de décevoir. Et je remercie les organisateurs du colloque. Je vais partir d'une considération très simple. Il me semble que nous éprouvons le sentiment de vivre ensemble à partir du moment où nous disons « nous ». Il convient donc d'interroger les modalités de cette inclusion du « nous » et de poser la question de son extension. Est-ce que ce « nous », c'est nous tous ou est-ce que c'est nous autres ? Et vivre ensemble peut-il aller jusqu'à vivre tous ensemble? Y aurait-il une impossibilité du tous ensemble? Comment articuler le nous et le tous? Vous voyez, les questions que nous nous posons depuis ce matin sont particulièrement complexes puisqu'elles articulent les rapports entre l'un et le multiple, rassemblés et séparés, la singularité et l'universalité. Il y a une opposition, ou du moins une tension, entre seul et tous. Vivre seul, c'est la figure de l'ermite, ou c'est le personnage de Robinson Crusoe, ou encore le sentiment qu'éprouve Jean-Jacques Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire, qui commence par cette phrase. « Me voici donc seul sur terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. » Nous nous trouvons donc confrontés à 2 extrêmes, le seul et le tous. Être seul, c'est ne pas vivre ensemble. Le tous peut-il aller jusqu'à l'utopie de vivre tous ensemble, mettre tout en commun, le communisme, la communion. Entre le seul et le tous, il y a des graduations. Entre les deux se trouve le vivre à deux. Il y a des grandes passions du vivre à deux, mais aussi des expressions pathologiques.
pense bien sûr au dernier film de Xavier Dolan, Mommy. Film survolté, film de la déflagration du 2. Depuis Gena Rowlands chez Cassavetes, nous n'avions jamais vu ça. Vive le cinéma québécois. Donc il y a le seul, il y a le tous, il y a le deux, et il y a de multiples combinaisons possibles entre l'extrême de la solitude et l'extrême de la communauté. L'une d'eux s'appelle le monachisme, qui combine la solitude de la cellule et la règle de la mise en commun communautaire. Ce qui va nous conduire à appréhender le vivre ensemble, non seulement dans son rapport à l'espace, mais dans son rapport au temps. Il y a des temps forts et il y a ce que Raymond Depardon appelle des temps faibles. La vie serait insupportable si nous étions toujours tous ensemble et s'il n'y avait que des intimes. Je nous invite donc à réfléchir sur ces notions: intimité, intensité, mais aussi forme de socialité discrète. Ce que nous observons dans la vie quotidienne, c'est très rarement l'effusion des rites, qui demeurent pourtant les enfants chéris des anthropologues. Ce que nous observons, c'est le plus souvent la discrétion de corps qui se rencontrent, fusent de manière furtive dans une poignée de main, un salut, de la tête, des regards échangés, de corps qui se rencontrent ou qui s'évitent. Il est impossible de vivre ensemble dans une effusion et une communion permanente. Je pense à ces cultes pentecôtistes dont a parlé mon ami Derdre tout à l'heure et que j'ai beaucoup fréquenté en Amérique latine. Ce sont des cultes de dramatisation dans lesquels on chante, on crie, on pleure, on s'embrasse, on expulse les démons, on applaudit, on tend les bras au ciel, dans un torrent de voyelles et dans un flot de sanglots. Ça dure 3 heures et les gens en sortent épuisés. Comme ça se répète plusieurs fois par semaine, la pression est souvent si forte qu'elle conduit à un abandon. Un processus qui est peu étudié, non pas la conversion au pentecôtisme, mais la sortie de la religion. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre l'exemple des rave parties pour rappeler que la vie sociale a un caractère vibratoire. Elle est faite de moments dans lesquels on se rassemble et de moments dans lesquels on se sépare. Il y a des phénomènes qui provoquent le rassemblement et d'autres la séparation. Le cinéma rassemble, la télévision sépare. Les formes différenciées du vivre ensemble appellent un mode de connaissance modal et non pas structural, parce que nous nous trouvons confrontés à une rythmique d'alternance entre l'effervescence et l'asthénie, l'association et la dissociation, le rassemblement et la dispersion, l'expansion et la contraction, la détente et la dépense au sens de Georges Bataille. Or, seuls les temps forts d'intensité sociale ont eu tendance à être appelés le social. Ce que je fais là, ce que je dis là n'est pas du tout original. Je ne fais que rappeler la découverte de Malinowski qui montre que en Mélanésie, qui montre que les temporalités d'intensification alternent avec des temps morts, mais qui ne le sont pas, dans lesquels sont régénérés les échanges. Or, ce que je viens d'appeler la découverte de Malinowski, qui était la découverte de tous les fondateurs de l'anthropologie, a été recouverte dans les années 60, 70 a été recouverte, a été stabilisée, a été déshistoricisée par le modèle structuraliste qui s'est auto-crédité de plus de scientificité et a imposé de manière autoritaire une conception arythmique du social. Et puis ce modèle est devenu une mode. Il est très facile d'identifier la période. En France, c'est la période où le général de Gaulle est au pouvoir. C'est 1958-1969. Ce modèle-là a
imposer une interprétation hégémonique. Si nous relisons l'incroyable préface de Lévi-Strauss à l'œuvre de Marcel Mauss, vous vous apercevez que le modal est éradiqué au profit du structural, la notion même de rythme n'est même plus évoquée et ça tient du coup de force. Durkheim est rigidifié, Mauss est récupéré, Bergson est abandonné. La question des rythmicités sociales est occultée au point de disparaître de l'anthropologie dans les années 60-70, et c'est précisément cette question qui réapparaît aujourd'hui, mais sous des formes inédites. La démarche structurale ou sémiologique est inopérante pour appréhender le flux, le réseau, le caractère ductile, fluctuant d'un monde devenu flottant. Aujourd'hui, les liens sociaux deviennent de plus en plus ténus, provisoires, éphémères. Le social devient lâche, incertain, liquide, gazeux, nébuleux, nuageux, vaporeux. J'aime beaucoup les adjectifs. L'un des premiers textes anthropologiques qui réalise et analyse ces transformations, c'est un livre que vous connaissez tous, de Colette Pétonnet, « On est tous dans le brouillard ». Précisons enfin que les rythmes contemporains ne s'accordent pas entre eux. Il y a conflit entre les rythmes socio-économiques qui viennent perturber les rythmes biologiques et psychologiques, qui viennent les contrarier, qui viennent les transformer. Le capitalisme nous empêche de dormir. De même que la socialité a un caractère rythmique, la méthode en anthropologie est une question de tempo. Il y a des temporalités d'immersion dans lesquelles nous vivons avec les autres jusqu'à intérioriser leur comportement, et puis il y a des temporalités de distance. Ce que je suis en train d'apprendre au contact de la Chine et du Japon est que le réel n'est pas structurel, mais processuel, événementiel, situationnel et saisonnier. Certes, l'anthropologie, qui est d'abord l'ethnographie, c'est pas le réel, c'est la construction d'un certain rapport au réel qui consiste à le faire varier, mais pas n'importe comment. Il existe plusieurs voies de la connaissance, mais en Occident, nous en avons privilégié une seule, qui est celle de l'analyse et de la décomposition. Et il me semble que notre travail, c'est d'analyser sans déchirer. Renoncer au forçage pour une attitude qu'on appelle en psychanalyse le frayage. Ce que je suis en train d'apprendre au contact de la Chine et du Japon est que nous devons réintégrer le souffle dans la connaissance, et notamment dans la connaissance anthropologique qui ne respire pas assez. Pour dire les choses autrement, il y a un battement rythmique de la méthode. Il y a une pulsation entre le vivre avec et sa mise en question. Alors, les réflexions que je vais vous proposer maintenant ont été impulsées par le colloque Anthropologie des cultures globalisées que Francine Saillant et d'autres ont organisé ici à Québec en 2007. L'expérience de la globalisation crée des rapports inédits entre l'espace et le temps. Nous nous trouvons confrontés à un espace qui se rétracte et à un temps qui s'accélère. Un espace qui se rétracte et donc rapproche les sociétés les unes des autres, et un temps qui s'accélère et donc crée de la distance. La globalisation, c'est une exaspération, c'est une exagération, notamment auditive et visuelle, qui peut engendrer une perturbation de notre rapport au temps et à l'espace, mais peut conduire aussi à une réélaboration. La globalisation transforme nos manières de vivre ensemble, c'est-à-dire de nous rencontrer ou de nous éviter. Or, pour appréhender ce processus, les sciences humaines et sociales se réfèrent principalement à la notion structurale de totalité,
alors qu'il convient aussi de la penser en termes modal d'intensité. La globalisation, ce n'est pas seulement une expérience de totalisation, c'est une expérience d'accélération du temps. Les individus des sociétés contemporaines sont soumis à des rythmes de plus en plus rapides qui provoquent partout dans le monde un symptôme de plus en plus répandu qui s'appelle la dépression. Un tiers des consultations médicales dans la plupart des sociétés sont des consultations pour état dépressif. La dépression, c'est une pathologie de la difficulté d'agir et de la suspension du temps réactionnelle à son accélération. Ça existe partout. J'étais il y a une dizaine de jours au Chili. Tous les jours, j'entendais parler du malestar, du malaise, du mal-être. Alors, je vais rappeler très brièvement quelques notions d'ethnopsychanalyse. Alors que dans la névrose, le sujet joue le drame de la culpabilité, la division par les conflits, le déchirement entre le permis et le défendu, dans l'état dépressif, le conflit entre le permis et le défendu décline au profit d'une division inédite qui est le possible et l'impossible. Le sujet contemporain n'est plus divisé, déchiré, révolté, mais désorienté. Il estime qu'il n'est plus à la hauteur, qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour affronter la compétition. Et la pathologie préférentielle de nos sociétés, c'est une pathologie du manque de conflit, liée au déclin du politique et à la surpuissance de l'économie qui génère une pression, qui génère une crainte de perdre son emploi ou de ne jamais en trouver. Comme c'est économique est anonyme, sans visage, il peut difficilement être affronté et le sujet contemporain se trouve privé d'adversaires, privé de classe sociale adverse, d'où le recours au bouc émissaire. Et j'aime beaucoup la formule que vous connaissez certainement d'Alain Ehrenberg qui parle de mélancolisation du lien social. La dépression, c'est pas une réaction à la répression, comme pouvait l'être l'hystérie, c'est l'affection de sociétés qui souffrent d'un excès de positivité et qui cherchent par tous les moyens à se débarrasser de ce que Freud, mais avant lui Kafka, appelle la négativité. Les sociétés contemporaines sont de moins en moins des sociétés de devoir, dans un vivre ensemble imposé. Ce sont des sociétés de performance et de rendement. Ce sont des sociétés qui génèrent un excès de stimulation, ce qui provoque chez beaucoup son corollaire, c'est-à-dire le désinvestissement des relations aux autres. Cette économie, cette positivité en excès va modifier l'économie de l'attention. Vous connaissez tous des gens qui téléphonent en envoyant des SMS, tout en écoutant la radio, parfois en mangeant, parfois même en conduisant. C'est peut-être un certain nombre d'entre vous. La saturation et la multiplication des activités agissent dans un sens contraire à la disponibilité et a fortiori aux autres. Donc, le temps est la dimension constitutive du vivre ensemble. Les interactions sociales sont processuelles et les sociétés contemporaines sont des sociétés de l'accélération. Nous faisons tous cette expérience. J'entends ça tous les jours. Nous manquons de temps. Nous n'avons pas le temps. Et prendre le temps de nous rencontrer peut être vécu comme une perte de temps. Tout va plus vite et les relations sont de plus en plus éphémères. Les familles sont comme les emplois, elles ne durent pas. Les affiliations religieuses politiques sont comme les contrats de travail temporaires. Donc je ne parlerai pas de
de défection, mais de volatilité du lien social. Cependant, tout ne s'accélère pas uniformément et l'accélération provoque de la décélération. C'est facile à comprendre. La production exponentielle de voitures produit du ralentissement, des embouteillages. Et puis, il y a des temporalités qui ne veulent rien savoir de l'accélération. Le rhume, la grippe ne guérissent pas plus vite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la grossesse ne va pas plus vite. Les saisons ne s'accélèrent pas, surtout l'hiver au Québec. Pour analyser ce mouvement fait d'accélération et de décélération dans lequel nous avons perdu toute certitude sur la direction de l'histoire, je vous propose d'introduire 4 notions. 1. La chronotopie. 2. La concomitance et la contemporanéité. 3. La notion de région d'humanité. 4. La notion de régime de connaissance. 1. La chronotopie. Vous savez tous ce que c'est, mais peut-être je le rappelle. C'est une notion forgée par Bakhtin qui est l'étude des relations entre le temps et l'espace dans une société donnée à un moment donné. Il est impossible de parler du temps sans parler de l'espace, mais c'est toujours le temps qui transforme l'espace et jamais l'inverse. Quel que soit le terrain de ces observations, l'anthropologue doit se demander comment le temps imprègne l'espace et comment l'espace exprime le temps. Je vais prendre un exemple de ce que j'ai observé à Pékin qui permet de comprendre que c'est lorsque la temporalité s'accélère que l'espace, à son tour, se transforme. Quand je suis arrivé à Pékin la première fois, en 2008, 5 périphériques traversaient la ville. Quand je suis retourné l'année dernière, le 6e était pratiquement achevé. On en prépare un 7e et on en prévoit un 8e. Deuxième notion, le concomitant et le contemporain. Les paysans chinois qui vivent dans les provinces les plus éloignées des grands centres urbains vivent bien au même moment que les habitants de Pékin et de Shanghai. Mais c'est comme s'ils ne vivaient pas à la même époque. Le concomitant fait coexister des êtres, le contemporain suppose le partage de références communes. Les paysans chinois du Yunnan ne vivent pas dans le même univers que les hommes d'affaires de Pékin. Même lorsqu'ils deviennent des Minggong, vous savez ce que c'est? C'est des paysans ouvriers qui travaillent sur les chantiers de construction. Les Minggong et les autres ne vivent pas ensemble. Ils vivent à côté les uns des autres, ils vivent éloignés. Les uns et les autres sont entre eux dans une relation de concomitance. En revanche, lorsque la Chine célèbre des exploits sportifs, comme les Jeux olympiques, ou est atteinte de catastrophes naturelles comme le tremblement de terre du Sichuan, ils deviennent contemporains. D'accord ? Troisième notion, je vais vite, Francine m'a dit, il faut que j'aille vite. Troisième notion, la notion de région d'humanité. Il y a des régions d'humanité qui s'éloignent les unes des autres parce que certaines d'entre elles sont entraînées dans une précarisation croissante, mais coexistent néanmoins dans un même ensemble. Et enfin, la quatrième notion ne peut être posée que sous forme de question: quel régime de connaissance pour analyser et d'abord pour nommer ces transformations qui créent des situations complexes, contradictoires, des distorsions, des chocs de temporalité. Et la seule réponse adéquate pour nous, c'est de rendre toujours plus précise la description ethnologique. Mais pour cela,
nous devons partir à la recherche de mots nouveaux. Les transformations, et je pense surtout à la Chine là, sont tellement rapides qu'elles prennent de court le dictionnaire. Ce qu'il y a de plus étonnant en Chine, c'est la ville de Chongqing, vous savez, 35 millions d'habitants, devenue en quelques années la première ville du monde. Comment dire à la fois mégapole et métabolique, quelque chose comme mégabolique. Enfin, un dernier ingrédient à cette situation, c'est Internet, qui n'est pas un élément de la mondialisation, mais qui est son principal agent, qui est un amplificateur, un accélérateur, un mondialisateur. Et Internet va nous permettre de poser la question suivante. Une partie de notre réflexion sur le vivre ensemble doit consister à mettre en relation le lien et le lieu. À une accélération extrême répond une réduction des distances. Les lieux les plus apparemment éloignés se rejoignent, et ils se rejoignent instantanément. C'est une expérience sans précédent. La distance cesse d'être pertinente, ce qui a une incidence sur ce que nous continuons d'appeler social et politique, c'est-à-dire vivre ensemble. Vivre ensemble, c'était autrefois, mais c'est encore vivre ensemble dans un même lieu, partager un espace commun, investir un lieu commun qui crée du lien. Or, les technologies du virtuel nous montrent que le vivre ensemble peut ne plus être spatial, mais temporel. Vivre ensemble devient vivre en même temps. Et là, l'anthropologie classique, elle n'a rien prévu. C'est pourquoi tout reste à faire. Nous devons réinterroger les travaux de Hall et de l'école de Palo Alto sur la proxémie. Nous devons réinterroger les apports de Jacobson sur la fonction de la communication, ou encore ce que Habermas appelle curieusement l'agir et l'entente communicationnelle. C'était les apéritifs, c'était la première partie. Deuxième partie, mais je suis forcé d'aller très vite puisque j'ai un projet immense qui est vous parler du vivre ensemble en Chine et au Japon et au Brésil. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je vais aller vite sur la Chine, je vais m'attarder sur le Japon, je ne sais pas ce qu'il adviendra du Brésil. Donc, deuxième partie, vous voyez, j'ai très bien préparé cette intervention. Le vivre ensemble en Chine se construit à travers une notion qui s'appelle guanxi. C'est écrit avec un X, que l'on peut traduire par relation, lien social. Guanxi, c'est un lien extrêmement personnalisé, fait de confiance et de bienveillance, dont la modalité initiale se forme dans le creuset de la famille. C'est une notion qui rassemble ce qu'il y a de plus collectif et de plus affectif. C'est le nous de la famille et par extension de l'entreprise et de la nation, c'est la grande famille chinoise. C'est à travers la notion de guanxi que les Chinois, quand ils se rencontrent n'importe où, se reconnaissent comme Chinois. C'est un lien qu'on appelle de piété filiale qui valorise préférentiellement ce qui se transmet de père à fils. Guanxi et ce que l'on pourrait appeler guanxisation, c'est la socialisation, mais c'est plus que la socialisation, c'est la civilisation. C'est ce qui fait devenir chinois. Or, ce que j'observe aujourd'hui en Chine, c'est l'impossibilité d'une partie de la jeune génération à adhérer à des valeurs collectives. C'est une déguanxisation, une désaffiliation, une dématrimonialisation. On rencontre de plus en plus de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants ou qui, ayant des enfants, ne veulent pas avoir de mari. C'est des comportements qui font voler en éclats ce qu'ont de solennels les discours officiels et font valdinguer la morale confucéenne de l'humilité et de la piété filiale. Les dispositifs de
d'obéissance aux plus âgés qui étaient intériorisés depuis la petite enfance et qui apparaissaient comme un art de vivre sont de plus en plus vécus comme une contrainte. Les comportements sont de plus en plus individualistes et affairistes. Ils ne sont pas compatibles avec ce que j'appellerais le sujet confucéen. Aucune société, à ma connaissance, n'a connu des transformations aussi intenses. Le pays est passé en quelques années d'une époque de fanatisme et de contention du désir par une morale asexuée à une époque d'individualisme et de consommation effrénée. Elle est passée de l'austérité absolue à la permissivité et à une mercantilisation sans limite qui peut produire des effets comiques. Aujourd'hui, en Chine, certaines rues, certaines places portent des noms étranges. Rue du dentifrice, Émeille. Place du lait en poudre, Sanlou. Pont des préservatifs, Sixex. Le slogan majeur de la révolution culturelle, vous vous souvenez, qui était « servir le peuple », s'est transformé dans une autre expression de Deng Xiaoping, « il est bon de s'enrichir ». C'est-à-dire le slogan majeur « combattons l'égoïsme, critiquons le révisionnisme » est devenu « chacun pour soi ». J'ai écouté ce que m'ont dit les étudiants de l'université de Pékin de leurs grands-parents, qui, eux, ont connu la révolution culturelle. C'est comme si les uns et les autres ne vivaient pas sur la même planète. Alors donc, d'où la question, comment vivre ensemble alors que la transmission intergénérationnelle ne s'effectue pas? La génération qui a 15-20 ans est née dans des valeurs individualistes et consuméristes. On les appelle en Chine des petits empereurs, enfants uniques, ayant grandi sans frère ni sœur, élevés dans du cocon et qui ne sont pas prêts à partager. Quels sont ceux d'entre vous qui sont allés en Chine? Oh, il y en a beaucoup. L'une des questions qui nous est souvent posée, c'est « avez-vous des frères et des sœurs ?» Et qu'est-ce que ça fait d'avoir des frères et des sœurs? Je voudrais terminer par deux remarques sur la Chine. Ce que je perçois, c'est une espèce de mouvement brownien fait d'accélération, de désynchronisation, dans lequel les tensions sont en train de s'exacerber et dont l'avenir est incertain. La difficulté de vivre ensemble en Chine, c'est la difficulté de faire tenir ensemble des injonctions contradictoires, le collectif et le subjectif. C'est, à mon avis, le cinéma chinois contemporain qui est l'un des meilleurs révélateurs de ces transformations. Ce qui nous est montré, je pense au film de Jia Zhangke, c'est plus du tout l'héroïsation du sujet en lutte. Le sujet n'est plus en conflit, il n'est plus révolté ni résigné, il est désorienté. Il a le sentiment que le devenir monde de la Chine ne conduit pas nécessairement quelque part. Il éprouve le désenchantement, il éprouve un sentiment de vacuité, de malaise, qui est toutefois tempéré par un rapport à la vie, à la mort, beaucoup plus apaisé qu'en Europe et en Amérique du Nord, et par un sens aigu de l'humour. C'était le deuxième temps, et je vais passer au Japon. Je vais passer plus exactement des observations que j'ai effectuées à Pékin à des observations que j'ai effectuées à Tokyo. Les comportements des Pékinois m'apparaissent comme un mélange de politesse et de rudesse. De rudesse. Aux heures de pointe, on se bouscule, on se bagarre, on s'engueule, et parfois on resquille. Ça me rappelle le Brésil. À Tokyo, les gens attendent les rames de train et de métro en formant des files groupées. Et les trains, ils arrivent avec une ponctualité absolue. C'est encore plus précis qu'au Canada.
Les relations entre les Japonais m'apparaissent lissées, polissées, disciplinées, avec un sens aigu de la civilité, dans une ville d'une totale Tokyo sécurité et d'une extrême propreté. Alors le premier indice, c'est ça. Quels sont ceux qui sont allés au Japon? Il n'y a pas beaucoup, hein, vous devriez aller plus. Le premier indice du vivre ensemble entre Japonais, c'est le fait que beaucoup de personnes dans les transports en commun, dans les lieux publics, portent des masques en toile blanche. Non pas pour se protéger des autres, mais pour protéger les autres du rhume que vous venez d'attraper. Et les maisons, c'est le contraire du Canada, il n'y a aucun confort. Les maisons sont mal isolées, mal chauffées, il y a une ventilation permanente, on est tout le temps enrhumé. Bon, l'ambiance que j'éprouve à Tokyo n'est pas du tout oppressante, stressante, comme peut l'être Paris, mais enveloppante. Il y a quelque chose de matriciel dans le vivre ensemble au Japon. C'est une matrice qui enveloppe, qui protège, qui rassure. La ville prend en charge ses habitants et les décharge des risques de l'improvisation. À Tokyo, vous êtes toujours protégé, accompagné visuellement, vocalement. En France, vous pouvez vous sentir abandonné. J'avais tendance, au début de mon premier séjour au Japon, à appréhender le vivre ensemble à partir des rapports entre ce qu'on appelle au Brésil la casa et a rua, qui ne sont pas des espaces, mais qui sont des catégories, la rue et la maison, mais qui sont des catégories culturelles, sociales et mentales. Et je me suis aperçu qu'en passant de l'Amérique latine au Japon, ces rapports s'inversent. La rue, au Brésil, c'est un espace anonyme, contrairement à la maison. On peut salir la rue, alors que la maison doit rester toujours propre. La rue est un espace de danger. Il est très dangereux d'être un piéton dans certaines sociétés d'Amérique latine, surtout en Colombie. L'Amérique latine a hérité du plaisir latin de la transgression. On ne s'arrête pas nécessairement au feu rouge, on ne respecte pas nécessairement les limites de vitesse, ça c'est latin. Vous vous souvenez, en Italie, lorsque la ceinture de sécurité a été rendue obligatoire, on a confectionné des t-shirts avec une grande raie noire oblique pour faire semblant d'être attaché. Et c'est exactement le contraire du civisme japonais. La rue au Japon est un espace pacifié d'une grande sécurité dans lequel il fait bon de vivre ensemble, y compris avec les automobilistes. Et la maison, elle est souvent ouverte sur la rue, elle fait entrer la ville à l'intérieur. Il y a dans la société japonaise une continuité entre la maison et la rue, la maison, l'école, l'entreprise, la nation japonaise. Le vivre ensemble en Europe tend beaucoup à se restreindre de plus en plus dans le vivre entre soi, vivre dans l'espace de la maison. C'est l'inverse au Japon. On vit vraiment ensemble dans la rue et on répugne à rentrer à la maison. Les hommes retardent le retour à la maison ou même ne rentrent pas. Ce qui est investi dans cette socialité groupale, c'est pas la maison, c'est l'entreprise. Et les alentours de l'entreprise, c'est-à-dire les tournées de saké de 21h à 3-4 heures du matin, dans les bars. Alors si, comprenons bien, que si la maison, l'appartement est peu investi, c'est pour des raisons sismiques. Hein. Ils sont détruits tous les 30 ans. Pour comprendre la socialité japonaise, je vais introduire 3 notions que j'ai écrites ici. Amae, 20 ? Combien ? 10 minutes ? Non, ça ne va pas aller. Amae. Je te dis comment c'est dit. Amae, ça veut dire doux, sucré, tempéré, adoucir, embellir. Adoucir la violence du capitalisme, adoucir le cadre de vie.
il y a dans la culture japonaise quelque chose de lacté. Je parlerai de socialité sucrée, qui a pour idéal ce que l'on appelle wa, qui est l'harmonie. La deuxième notion, c'est la notion de kata, qu'on peut traduire par forme, qui sont des gestes, des actes, acquis à partir de modes d'apprentissage d'une extrême précision. Ça peut être qualifié de voie. Ce qui compte le plus au Japon, c'est la présentation et pas le contenu. Bon, exemple de kata, vous les connaissez, le shodo, art de l'écriture, le chado, art du thé, le judo, art de la souplesse, l'origami, l'art de plier les papiers, l'ikebana. Les katas, ce sont indissociablement des manières de vivre ensemble et des formes esthétiques. Le grand charme de la culture japonaise, c'est de faire varier les formes. Or, parmi les katas, il y a l'écriture et le langage. La spécificité du vivre ensemble au Japon ne peut vraiment se comprendre qu'à travers la langue japonaise. Je commence à avoir accès à cette langue. Je suis étudiant en 3e année. C'est extrêmement difficile. C'est un apprentissage qui consiste à construire la phrase de manière non égologique, non plus comme en français à partir d'un « moi, je » préexistant à un contexte. Il n'y a pas besoin de dire « vivre ensemble au Japon », parce que vivre seikatsu, c'est implicitement et nécessairement vivre ensemble, alors que dans la langue française, c'est accessoirement, c'est secondairement. On ne peut pas dire en japonais « je t'aime ». Ski des, ça veut dire amour, il y a de l'amour dans l'air, sans que l'on sache avec précision qui éprouve cet amour et à qui il est destiné. On ne dit pas qui aime qui. Quand j'étais professeur à l'université de Tokyo, je rappelais aux étudiants la formule de Descartes, je pense donc je suis. C'est rigoureusement impossible à traduire, c'est la parole d'un fou. Vous voyez, c'est tellement prétentieux que ça sonne comme un gag. La phrase japonaise inverse la vectorialité de la phrase française qui va du sujet à l'objet. Alors je vais citer un haïku, vous savez ce que c'est, je vais citer un haïku de Basho, Takeno toko wa takeni naare, pour savoir ce qu'est un bambou, apprends-le du bambou. Donc il y a une inversion du courant unidirectionnel. Nous ne pouvons pas dissocier la culture et la langue. La langue que nous parlons a une incidence sur nos manières de vivre. Je vous ai mis en kanji ce qui veut dire humain. Ningen, que nous traduisons par humain, est composé de 2 caractères. Vous avez ito, homme, et vous avez 2 battements de portes entrouvertes qui signifient entre. C'est-à-dire que dans l'humain, il y a de l'entre et il y a de l'autre. Donc pas besoin de dire vivre ensemble, vivre avec d'autres humains, parce que nous vivons nécessairement avec d'autres humains et dans la nature dont nous faisons partie. Le détour par le Japon nous permet de réaliser que penser en français, parler en français, c'est abstraire, c'est extraire, c'est s'abstraire d'une relation. Les langues européennes sont des langues anthropocentriques, anthropomorphiques, égocentriques, égologiques, qui construisent la phrase de manière vectorielle. Et la langue japonaise décentre cette antériorité, cette extériorité, cette centralité. Le sujet des langues anthropocentriques d'Europe s'est formé dans un contexte monothéiste. C'est-à-dire le sujet grammatical de nos langues se perçoit comme antérieur, extérieur, supérieur. Il organise la phrase comme le Dieu de la jeunesse
de la Genèse procède à la création du monde. Il me reste combien de temps? 3, 4, ça va? Donc, je voulais rassembler ce que j'aurais aimé quand même vous dire à propos de... Mais si je termine, le troisième, la notion de kata et la notion d'asobi, ça veut dire amusement. Ça veut dire c'est une société dans laquelle on travaille énormément, mais dans laquelle on aime se rencontrer et on aime partager quelque chose qui tient du plaisir d'être ensemble. Pour tous nos amis, je ne fais pas du harcèlement auprès de François, mais il y a des contraintes voilà. Par rapport à l'hôtel. Je laisse tomber. J'abrège sur le Japon parce que ça me semble plus important ce que je vais vous dire maintenant pour notre colloque. Qui réunit ce qui précède. Vivre ensemble repose sur une alliance et suppose de la confiance. Il n'y a pas de vivre ensemble sans un désir de vivre ensemble. Et comme le désir, au sens où je l'entends, c'est-à-dire psychanalytique, est une bonne part asociale, les questions qui nous sont posées sont particulièrement complexes. Comment avoir confiance dans un monde qui produit un sentiment diffus de méfiance et de défiance? Cette défection de fiabilité, à mon avis, a 3 raisons. Première raison, l'économie libérale produit de la compétition au détriment de la coopération. Elle brise les solidarités sociales. Cette économie, entraînée par une logique de mercantilisation sans limite, est indifférente à l'humain et à l'environnement. Elle est sans état d'âme, comme les nazis. Mais je n'utilise pas une métaphore facile, je suis prêt à y revenir dans la discussion. Comme les nazis. Le lien social est attaqué. La deuxième raison de la méfiance, c'est que le monde actuel est devenu de moins en moins intelligible. Et puis la troisième raison, c'est que vivre est devenu de plus en plus dangereux. Du moins, nous le croyons. Et cela peut entraîner chez certains une véritable phobie. Le danger pouvant venir de l'eau, de l'alimentation, des virus, hier et encore aujourd'hui le sida et maintenant Ebola, pouvant venir de la médecine, des transports, des autres, et en particulier des étrangers. Alors je voudrais distinguer 2 sortes de peurs. Il y a la peur éprouvée par les minorités et il y a la peur éprouvée par les majorités. La peur des minorités, c'est la peur de la dissolution dans un grand tout. C'est la peur de perdre l'estime de soi et de ne plus exister. Et l'une des réactions les plus extrêmes est celle de ceux que j'appellerais les paumés de la mondialisation. Ce qui s'est passé en Norvège, ce qui s'est passé il y a exactement 15 jours à Ottawa, où les jeunes Français engagés dans le djihad islamique, il s'agit de se donner l'illusion d'exister, en particulier sur les réseaux sociaux, exister soit comme héros, soit comme monstre, en filmant la décapitation en direct. La peur des majorités. Qu'est-ce que j'appelle majorité? J'appelle le groupe dominant qui a construit une fausse universalité que je résume dans ces termes. Sujet européo-descendant, blanco-centré, androcentré, qui est en fait une forme de communautarisme déguisé, formé à partir d'une longue chaîne d'associations, hommes blancs, hétérosexuels, toujours en forme, jamais malades, foyer de toutes les significations, propriétaires de tous les biens et de toutes les valeurs. Ces majorités sont aujourd'hui dans une position défensive. Elles ont peur de la montée des minorités. Et elles ont peur de perdre leurs privilèges qui sont très relatifs. Elles refusent de partager, d'où la réaction de xénophobie, qu'il faut mieux appeler xénopathie. Et ce sont ces 2 régimes de peur qui s'entretiennent mutuellement pour produire des réactions différenciées que je vais nommer. L'hostilité sociale. Et notamment, je suis frappé
de l'hostilité sociale, c'est dans le monde entier contre les religions. Autre phénomène, l'incivilité, surtout en France. Mais le plus souvent, l'évitement. C'est facile à décrire, mais ça me semble plus particulier en France qu'au Québec. Je suis là depuis 2 jours et je m'aperçois que ce n'est pas pareil. C'est facile à décrire en France. Si vous allez en France, prendre l'avion, prendre le train, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez constater? Éviter le regard de l'autre, ne pas sourire, évidemment ne pas dire bonjour. L'anonymat de l'économie libérale a pour effet de nous méfier, de nous blinder, de nous durcir, de nous munir de compétences antisociales exceptionnelles. Je dirais, un bourdieusien dirait, phobie sociale transformée en habitus. Je préfère parler de paranoïa sociale. L'autre est particulièrement dangereux. Il est potentiellement mon ennemi. Mon voisin est potentiellement dangereux. C'est pourquoi on a inventé, je crois que ça vient d'ici, d'Amérique du Nord, un dispositif contrephobique qui s'appelle la fête des voisins. Tous ces comportements sont antagonistes au vivre ensemble et consistent à rester entre soi. Et ils nous disent quelque chose, non seulement de la déliquescence du lien, mais surtout de la souffrance psychologique et sociale. L'une des expressions les plus justes de ces situations de défection du lien social, je la trouve dans une grande partie du cinéma contemporain d'auteurs formés au contact du cinéma documentaire. Ce que montre Jia Zhang en Chine, Regadas au Mexique, Kaurismäki en Finlande, Pedro Costa au Portugal, Bellatar en Hongrie, c'est la déception, la désolation, l'abandon du sujet en déshérence. Je termine. Il me faut 1 minute. Notre travail consiste à affiner une anthropologie du politique qui doit être menée en 2 directions. La première concerne les situations majeures de destruction radicale du vivre ensemble pouvant aller jusqu'à l'extermination. Et la seconde concerne les interactions dans le quotidien qui peuvent être considérées comme mineures. Premier domaine d'investigation et d'interrogation, les modalités de la déliaison pouvant conduire à la franche disjonction et qui s'appelle la guerre et le génocide. Le vivre ensemble n'est pas seulement blessé, mais refusé, réprimé. Il y a aujourd'hui 50 millions de personnes qui sont déportées, déplacées de force, exilées, réfugiées. Je pense qu'il y aurait quelque chose de désinvolte dans notre colloque si nous n'interrogions pas ces disjonctions majeures en Syrie, en Irak. Si nous ne posions pas la question comment les Palestiniens et les Israéliens peuvent vivre ensemble. Je crois que c'est l'une des tâches urgentes de l'anthropologie, la compréhension des conflits nationaux, internationaux. La présence des anthropologues est absolument indispensable dans le domaine des relations internationales et des situations de guerre. Les déliaisons majeures du vivre ensemble peuvent paraître originelles, mais elles ne sont jamais structurelles et elles ne sont jamais essentielles. Et notre travail, il consiste à complexifier les situations de conflit, à refuser les simplifications qui sont la matrice dans laquelle se forment les idéologies d'exclusion. Ça, c'est le premier domaine de notre travail que je qualifie de description et d'analyse des situations majeures, mais il doit être mené en interdépendance avec un deuxième domaine que j'ai appelé de tout petits liens. Les tout petits liens de la vie quotidienne, du vivre ensemble. Non pas la camaraderie militante, l'orgie des rêves partis, la communion religieuse, la célébration patriotique, mais des liens beaucoup plus discrets qui se forment, se déforment, se transforment dans le sensible et sont parfois à la limite du perceptible. Ce ne sont pas des liens forts
solennels, éternels, comme peuvent l'être les liens de l'amitié ou de l'amour. C'est moins que cela, mais c'est plus que le respect et la tolérance. Il convient donc de penser des liens aux autres dans le quotidien qui ne relèvent pas seulement de la règle et de la norme, Michel Foucault, qui ne relèvent pas seulement de la hiérarchie et de la distinction, Pierre Bourdieu, qui ne relèvent pas non plus de la génération, de la religion ou de l'appartenance communautaire. Aujourd'hui, dans le trouble et de la turbulence, sont en train de s'inventer de nouvelles formes de subjectivité qu'on peut qualifier d'hybrides, de métisses, de mutantes, mais aussi de nouvelles formes de solidarité. Ce sont des devenirs possibles du sujet et du lien social qui n'ont pas encore été essayés. Et le travail de nos disciplines, c'est de les analyser, mais d'abord de les accompagner. Une partie du défi contemporain, ça ne consiste pas à restaurer, mais à réinventer, ou plus exactement à inventer de nouvelles formes de confiance. Non pas le reflux et le refuge dans le mariage, dans la famille ou dans le groupe d'origine. Cela, c'est ce que j'appellerais en référence à Mao Tse-tung, la tentation contemporaine du grand bond en arrière. Ce que nous devons élaborer anthropologiquement, mais d'abord décrire ethnographiquement, est particulièrement complexe parce que nous ne pouvons pas faire l'économie de ce qu'on appelle en psychanalyse le contre-transfert. Et je pense ici au contre-transfert culturel, au contre-transfert collectif. Ce que nous devons élaborer, c'est ce qui se joue dans l'entre-deux des cultures. C'est aussi l'invention de ce que l'on pourrait appeler une intersubjectivité démocratique. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir été un peu long et d'avoir parlé trop vite. Ça fonctionne, oui. Alors, nous avons une douzaine de minutes pour poser quelques questions, sachant que vous pourrez aussi poursuivre la conversation avec un verre et François est avec nous pendant toute la période du colloque, mais quand même, pour une intervention aussi magistrale, on ne peut pas se passer de quelques questions. On vous demanderait d'être bref, de façon à faciliter cette petite période. Qui osera? Voilà. Qui osera? Madame Jourdan. J'ai une question très pointue, vous m'excuserez, elle est tout à fait banale, mais j'ai besoin d'un... Pourriez-vous aller au micro? Excusez-moi. Une question tout à fait banale, mais qui a en fait un point de clarification, si vous pouvez m'aider. Vous avez parlé de chronotopie tout à l'heure, et vous avez donné l'exemple des autoroutes au nombre de 5 la première fois, de 6, de 7, de 8. Pourriez-vous m'éclairer un peu et me dire le lien que vous voyez entre le nombre grandissant d'autoroutes et la chronotopie? Juste. Parce que j'avais l'impression qu'il manquait un bout. Ouais. Oui, chronotopie, donc c'est le rapport entre le temps et l'espace. Vous voyez, et c'est parce que la temporalité chinoise s'emballe, s'accélère, mais s'accélère vraiment d'une manière extrêmement forte, que l'espace, à son tour, se transforme. Vous voyez la relation que je fais, c'est parce qu'il y a cet emballement, cette accélération extrême du temps, la conception du temps, que l'espace chinois, et notamment l'espace urbain, se transforme au point de devenir méconnaissable. C'est ça le rapport que je fais entre temps et espace, en disant que c'est toujours le temps qui transforme l'espace. Mais je pourrais m'attarder, mais oui. Observation. J'ai écrit
Je vous renvoie, si vous avez l'occasion de le trouver, au livre que j'ai écrit sur la Chine, qui s'appelle Une autre Chine. Monsieur Cohn, j'espère que je vois bien. Ça va être une question rapide, mais je voudrais quand même vous remercier, parce que j'ai rarement été autant déstabilisé, mais d'une manière positive, parce que Francine appelait votre exposé magistral. Je trouve qu'il nous oblige vraiment à repenser beaucoup de choses. Alors voilà, laissons ça de côté, on aura le temps d'en reparler ici ou là. Et c'est poursuivre la réflexion sur le rapport du temps à l'espace. Vous venez de le redire, c'est le temps, ou la gestion du temps, ou la perception du temps qui produit la modification de l'espace. La question est la suivante. J'ai été, moi, en plus ravi par la multiplicité des références à l'esthétique et au sensible. Vous avez démarré sur une référence à un film québécois, vous avez terminé sur l'intersubjectivité. La question est la suivante. Je me demande si dans certaines formes artistiques, l'opéra ou le théâtre, ce ne sont pas précisément l'espace ou une construction d'un espace artificiel, celui de la scène et la salle, qui va transformer le temps ou transformer une perception du temps, transformer un imaginaire du temps. Voilà, la question, elle est comment vous voyez aussi dans les artifices sensibles ou artistiques une inversion de cette dimension anthropologique où c'est notre rapport au temps avec tout ce qu'a développé l'école de Palo Alto qui peut trouver une autre modalité dans le rapport entre temps et espace. Oui, elle n'est pas très commode, votre question. Mais je pense... Non. Je pense d'abord que l'art... vous avez évoqué l'opéra, le théâtre, le cinéma. Je me rends compte, revenant du Chili, c'est un moyen exceptionnel de résister aux dangers qui nous guettent, qui va aussi bien dans le sens de l'uniformisation, de l'indifférenciation, que dans le sens de la séparation. Mais l'opéra, le théâtre, le cinéma, c'est pas plus du temps que de l'espace. C'est de l'espace-temps. Madame. Oui, c'est sur un autre registre. Vous avez commencé en faisant très justement la différence entre le nous tous et nous autres, mais en même temps, votre finale sur les interactions quotidiennes et les subjectivités hybrides et tout ça, c'est un peu de l'ordre du nous autres qui peut conduire vers le nous tous. Alors, j'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu. Mais attendez, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous pourriez préciser Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, si on mise sur les interactions quotidiennes, on est toujours dans l'ordre de la subjectivité partielle qui n'est pas nécessairement la subjectivité ou de l'intersubjectivité excluante. Et il me semble que ça complexifie. Je comprends votre rejet du nous autres, mais surtout venant du Québec, ça complexifie le rapport entre le nous autres et le nous tous. Oui, il me semble que le nous tous, c'est le projet utopique, mais dans le bon sens du terme, de l'ONU, de l'UNESCO. C'est le projet kantien de la paix universelle et on doit toujours avoir en tête ce projet parce qu'on fait partie d'une même espèce, l'espèce humaine, mais qui vivons aussi avec les animaux. Mais ce que j'ai voulu dire à la fin, mais d'une manière sans doute trop rapide, c'est pas du tout de préconiser nous autres, c'est de préconiser nous avec les autres. Mais effectivement, nous avec les autres, mais dans de petites expérimentations sociales. Et ça commence de manière très... qui n'est pas du tout grandiose. Hein? Il suffit de commencer, comme je le vois ici au Québec, à sourire quand quelqu'un vous parle, à dire bonjour, ce que je trouve de moins en moins en France. Alors, il y a peut-être aussi, je vais dire quelque chose, c'est pas votre question, mais aujourd'hui, ça n'a pas encore été dit, là, depuis ce matin. Aujourd'hui, vivre ensemble, c'est vivre en étant beaucoup plus nombreux qu'autrefois. C'est un phénomène tout à fait considérable. L'espérance de vie a rajouté une génération en un siècle. Et c'est plus pareil.
Une question, Madame Stelou. Merci infiniment, tout d'abord, vraiment, c'était éblouissant, pas seulement magistral. Je voudrais vous poser une petite question, plutôt faire une extension de la notion de wa que vous avez évoquée, de l'harmonie, qui est un terme commun au chinois, à la langue chinoise, coréenne et japonaise, c'est-à-dire c'est la même racine. Pour dire c'est entre deux, je l'ai analysé dans la mesure du possible avec les termes de dialogue, qui est toujours une transgression, possible pour une nouvelle vérité. Mais plutôt, je voulais vous dire comment voyez-vous ce vivre ensemble dans des sociétés aussi hiérarchisées et dures, avec cette fameuse harmonie qui reproduit, d'après Confucius et le reste, les statuts sociaux, etc., etc. C'est-à-dire, ce vivre ensemble, vous ne l'avez pas trop critiqué. Je sais que c'est dur, c'est lourd, mais quand même. Et la deuxième question, c'est plutôt remarque, déception personnelle après mon travail à cette organisation internationale qu'est l'UNESCO, c'est de partager avec vous que chaque fois qu'on parlait de la micro-pieces, c'est-à-dire de la micro-action pour la paix, on a été tellement mal vus par l'Inde, par le Brésil, par le BRICS en général, parce qu'ils pensaient qu'on voulait minimiser l'effet de paix en choisissant des micro-actions et non pas des grandes actions de pacifistes. Donc, pour vous dire combien, parfois, on peut être mal compris et mal interprété dans les meilleurs de ce monde, quoi. Et encore merci. Oui, l'idéal... Mais il faudrait il faudrait du temps pour y répondre. C'est pas le wa qui veut dire l'harmonie, c'est pas tout à fait le même sens en Chine et au Japon, et les deux sociétés sont très très différentes. Alors il y a quelque chose que j'ai pas parlé, dont j'ai absolument pas parlé, c'est la société japonaise fait une distinction, mais très très forte, entre les Japonais et les autres. Et dans la langue, wa Ware Ware Nihonjin, nous autres les Japonais, ça revient tout le temps vous entendez ça, nous autres les Japonais, dans la langue japonaise, des gâteaux japonais, de la cuisine japonaise, des vêtements japonais, du papier japonais va commencer par le préfixe wa. Des vêtements occidentaux, du papier occidental, des gâteaux occidentaux va commencer par le préfixe yo. Donc la société, elle est toujours distinguée entre wa, nous qui recherchons l'harmonie, et yo, les autres, les étrangers. Mais ce qu'il y a de très curieux au Japon, c'est que le yo peut devenir wa. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui n'a pas été fait à la maison, on peut se l'approprier, non seulement le transformer, mais le dépasser, ce qu'ont fait les Japonais dans le domaine de la technologie. C'est-à-dire, vous voyez, le jazz, le rock, le tango, le fado, qui viennent de l'étranger, peuvent aussi devenir japonais, virtuellement japonais. Mais alors, on est dans une société de très grandes contraintes par le travail, qui va donner aussi des formes de décompensation excessive dont vous avez entendu parler, ça s'appelle ikikomori. C'est ces adolescents qui se précipitent sur leurs profs ou leurs camarades pour les décapiter, pour les manger. C'est le phénomène otaku, c'est très important au Japon, c'est la jeune génération qui est repliée sur eux-mêmes, qui refuse d'aller à l'école, qui ne veut plus voir leurs parents en peinture, qui ont les yeux braqués sur l'ordinateur. Et c'est surtout karoshi. Karoshi, ça veut dire en japonais la mort par excès de travail. Parce qu'il y a 10 jours de congé au Japon, mais il y a des gens qui sont culpabilisés de les prendre et qui ne les prennent pas et qui se tuent littéralement au travail. Voilà, pour répondre un peu brièvement à votre question qui est assez complexe. Et là, je crois qu'il faut vraiment distinguer les effets de la globalisation en Chine et les effets de la globalisation au Japon sont très très différents, parce que la globalisation, ça existe au Japon, je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'ère Meiji, c'est-à-dire 1868. Donc le Japon n'a pas à rattraper le temps perdu.